Voici une dernière vidéo consacrée à l'étude théorique de la référence de tension, donc qui fait suite aux deux premières et qui complète en fait les aspects traités. Donc on en arrive maintenant à l'étude de tout ce qu'on a laissé de côté jusqu'à maintenant, à savoir l'alimentation d'une part. Il faut alimenter les composants électroniques de la partie analogique de notre système. Il y a une partie numérique mais que nous ne traiterons pas ici, qui nécessite une alimentation assez rudimentaire, qui ne nécessite pas de précision particulière. Et d'autre part, il est nécessaire d'analyser le bruit qui va apparaître dans ce montage électronique, étant donné qu'on s'attend à avoir des signaux constants. On travaille uniquement en composants DC dans cette référence de tension, mais donc tout signal dans un circuit électronique est entaché d'une erreur aléatoire qui est un bruit, donc un signal à valeur moyenne nulle, indéterminé et donc totalement imprévisible, mais qui est néanmoins confiné dans une amplitude, on va dire, limitée. Donc on va voir un petit peu comment s'étudie cet aspect des choses, qui est lié en partie à la température. Dans les résistances, typiquement, on a affaire à un bruit d'origine thermique, et dans les composants semi-conducteurs également. Et pour finir, nous traiterons de l'impact de la température sur les propriétés du montage, hors bruit, c'est-à-dire les dérives en température des composants, résistance, composants semi-conducteurs, et également un phénomène connu sous le nom d'effet Seebeck, que l'on utilise en pratique très concrètement dans les capteurs de température qu'on appelle thermocouple, et qui permet de mesurer la température, et qui est un effet parasite gênant, potentiellement gênant dans les circuits électroniques de précision. On verra comment vivre avec ce phénomène qui est impossible à éviter, mais dont on peut limiter les effets. Donc voilà pour l'introduction de cette vidéo. Alors, donc les alimentations des circuits. Donc je fais un petit rappel sur ce qui fait partie de la partie analogique de notre système. Donc on a tout d'abord une référence de tension, le LTC 6655 de l'ITER Technologies, qui sert de référence de 5 volts de précision et qu'il faut alimenter. Ensuite, nous avons un amplificateur opérationnel monté en amplificateur non inverseur, qui lui aussi nécessite une alimentation. Et pour finir, nous avons un potentiomètre numérique dont la partie analogique est un potentiomètre, un pseudo-potentiomètre qui nécessite une alimentation analogique, en plus de sa partie numérique qui nécessite une alimentation spécifique. Donc nous avons en fait trois composants actifs qui nécessitent une alimentation. Alors, autant que possible, on aurait tendance à se dire, autant simplifier le montage en ayant une alimentation unique. Or, la première chose que l'on peut se dire, c'est que l'on manipule des signaux qui sont toujours positifs. La référence de tension délivre une tension de plus 5 volts, entachée d'erreur, mais qui est de toute façon positive. Nous avons un amplificateur opérationnel dont la sortie est toujours positive et va être aux alentours de 10 volts. Et nous avons un potentiomètre numérique dont les trois bornes qui constituent le potentiomètre sont quasiment toutes à un potentiel à peu près de 5 volts. Un peu moins de 5 volts pour la borne A, une des extrémités du potentiomètre, un peu plus de 5 volts pour la borne B, qui est l'autre extrémité du potentiomètre, et la borne W, qui est le curseur du potentiomètre, de ce potentiomètre équivalent. Et donc le potentiomètre numérique nécessite une alimentation entre 0 et une tension positive qui doit être supérieure à la plus positive de ces trois bornes, en l'occurrence la borne A ou la borne B, donc plutôt la borne B si on considère que c'est la borne la plus positive,
Et donc, a priori, la tension nécessaire la plus grande, c'est 10 volts en sortie de l'amplificateur opérationnel. Donc si on considère qu'on doit avoir une tension analogique d'alimentation unique, il faut qu'elle soit supérieure à 10 volts. Alors, on prend généralement une marge qui est plus ou moins importante suivant la technologie de régulateur de tension que l'on choisit. Là, en l'occurrence, vu qu'on a affaire à un montage électronique de précision, il est préférable d'utiliser un régulateur de type linéaire. Il y a deux grandes familles de régulateurs de tension, des régulateurs linéaires et des régulateurs à découpage. Le régulateur à découpage, c'est une alimentation à découpage qui fournit une tension moyenne lissée grâce à un filtre, mais donc qui fournit toujours une tension entachée d'une ondulation résiduelle qui n'est pas un bruit, qui est une ondulation déterministe liée à la fréquence de découpage du convertisseur. Et donc, malgré le filtrage, il y a toujours des parasites générés, et au passage, on ne génère pas des parasites uniquement par conduction, mais aussi par rayonnement. Une alimentation à découpage, potentiellement une source de rayonnement électromagnétique parasite. Donc, dans le cadre d'une application analogique de précision, on a tendance à privilégier les technologies linéaires, donc qui consistent à utiliser un circuit intégré à l'intérieur duquel on va trouver généralement un transistor fonctionnant en régime linéaire, donc ni bloqué ni saturé, qui va faire chuter la tension entre une borne d'entrée et une borne de sortie, avec une chute de tension que l'on va adapter de manière à maintenir la tension de sortie fixe. Donc l'avantage de ce genre de technologie, c'est qu'elle permet d'avoir une très bonne qualité de tension, bien régulée et avec un très faible bruit. Alors par contre, il existe différentes variantes de régulateurs linéaires. Les régulateurs linéaires classiques et les régulateurs linéaires qu'on qualifie de LDO pour Low Dropout, qui signifie que la différence de tension minimale entre la tension d'entrée et la tension de sortie est assez faible, et de l'ordre du volt, voire plus petite que le volt. On parle de tension de déchet, une tension qui est nécessaire pour que le composant fonctionne correctement en régulation. Des régulateurs linéaires classiques peuvent nécessiter une tension minimale entre l'entrée et la sortie de l'ordre de 2 volts. Un régulateur linéaire LDO nécessite moins de 2 volts, éventuellement moins de 1 volt. Donc là, en l'occurrence, si on veut une tension de 10 volts en sortie d'ampli-up, on va prendre une marge pour l'ampli-up lui-même, qui présente lui aussi une tension de déchet, même si en l'occurrence on a affaire à un amplificateur opérationnel de type rail to rail, donc avec une tension de sortie qui peut pratiquement atteindre la tension d'alimentation. On va se fixer une tension d'alimentation de 11 volts pour l'amplificateur opérationnel, pour être sûr de fabriquer dans de bonnes conditions 10 volts sur sa sortie. Et donc, ce 11 volts sera appliqué sur tous les autres composants de la partie analogique. Et tous les composants, que ce soit la référence de tension ou le potentiomètre, supportent parfaitement 11 volts. Et donc, pour être sûr que le régulateur linéaire fonctionne correctement, eh bien, on va se donner une marge en appliquant sur son entrée plus de 11 volts. Par exemple, 12 volts 5. Ce qui est largement suffisant pour avoir un bon fonctionnement du régulateur linéaire. Donc voilà l'idée de ce que l'on doit faire pour alimenter correctement notre montage. Et on prendra soin de choisir un régulateur linéaire de type LDO et à faible bruit. On choisira plus particulièrement un composant dédié à l'alimentation de circuits analogiques de précision, que ce soit des ADC ou des DAC qui présentent une partie analogique dont on souhaite qu'elle soit alimentée avec une très bonne précision, avec un très faible bruit, parce qu'en règle générale, la partie analogique de ces circuits intégrés est vraiment très très précise. Alors, il y a un autre problème qui vient se greffer sur la problématique de l'alimentation,
c'est que si on regarde dans le détail la datasheet du potentiomètre numérique, eh bien il faut que ce composant soit alimenté avant que des tensions soient appliquées sur les bornes A, W et B, sur les bornes du potentiomètre, des broches qui vont être utilisées comme potentiomètre dans le circuit analogique. Ça veut donc dire que tout le reste du circuit analogique ne doit pas être alimenté avant le potentiomètre. Donc une séquence d'alimentation est requise. Donc il va falloir en fait scinder cette alimentation qu'on aurait pu souhaiter unique, une alimentation unique de 11 volts. En fait, on va devoir utiliser deux régulateurs fournissant chacun 11 volts. L'un dédié uniquement au potentiomètre et que l'on va mettre en marche immédiatement, tandis que le deuxième qui va alimenter le reste de la partie analogique, à savoir le régulateur de tension et l'amplificateur opérationnel, eh bien on va temporiser son démarrage pour le faire démarrer quelques millisecondes plus tard. Donc pour arriver à cette solution, on s'est orienté vers un régulateur de marque Texas Instruments, dont la référence est TPS 7A4901. Donc c'est un régulateur linéaire de type low dropout, utilisé pour des circuits analogiques de précision. Il fournit une tension avec un très faible bruit. Les applications visées sont les ADC, les DAC, etc. Donc c'est un composant parfaitement adapté avec un bruit de l'ordre de la dizaine de microvolts crête à crête. Et donc l'alimentation est bruitée, mais une fois passé au travers des composants alimentés, typiquement l'amplificateur opérationnel, qui dispose d'une propriété qu'on appelle le PSRR, le Power Supply Rejection Ratio, eh bien on sera capable de filtrer les perturbations de la tension d'alimentation de manière assez significative, et comme le bruit initial est très faible, la contribution du bruit d'alimentation sur le bruit en sortie d'amplificateur opérationnel sera négligeable. Donc voilà l'idée qu'on peut se faire de ce régulateur. Autre chose intéressante pour ce régulateur, en fait c'est un régulateur low dropout avec une tension de sortie ajustable grâce à une entrée de feedback. En fait on place un pont diviseur en sortie du régulateur et on réinjecte sur cette entrée feedback une image de la tension de sortie qui va être asservie à une référence interne, et en choisissant judicieusement les résistances du réseau de rétroaction, eh bien on sera capable d'ajuster la tension à 11 volts. Alors on n'a pas besoin que ce soit une tension extrêmement précise, ce que l'on souhaite faire c'est une alimentation régulée et non une référence de tension. Donc si cette tension est précise à 1%, ça sera bien, si elle est précise à 5%, ça sera bien aussi, peu importe. On évitera les dérives en fonction de la température, donc on pourra choisir un réseau de rétroaction avec des résistances relativement précises, mais surtout avec un faible coefficient de température. C'est quelque chose qui serait judicieux, étant donné que le régulateur sera amené à chauffer, il va débiter un certain courant, il va dissiper un petit peu de puissance. Si les résistances de rétroaction sont proches, elles risquent de chauffer. Et donc ça peut introduire une dérive en température de la tension de sortie indépendamment de la dérive propre du composant, simplement parce qu'on fera dériver le réseau de rétroaction. Donc autant s'affranchir de ce genre de problème. Et une chose très intéressante pour ce régulateur là, c'est qu'en fait le séquencement de l'alimentation, le démarrage de l'alimentation ne nécessitera pas de composants externes supplémentaires, mis à part un circuit RC grosso modo. En fait on dispose d'une entrée enable, une entrée logique à niveau de déclenchement bien précis, donc c'est ce qu'on appelle une entrée trigorisée. Donc en fait il suffit de se servir de la charge d'un circuit RC à partir de la tension d'alimentation Vin pour fabriquer un signal qui va monter en un temps maîtrisé et qui va activer l'entrée enable et qui va mettre en marche cette alimentation.
Donc si on branche l'entrée enable directement sur l'entrée in, le circuit est mis en marche immédiatement. Par contre, si on place un circuit RC, on va pouvoir retarder son démarrage. Et c'est ce qu'on va faire typiquement pour l'alimentation de la référence de tension et de l'amplificateur opérationnel. Donc voilà la segmentation et le séquencement des alimentations que l'on se propose de réaliser ici. Donc on fournit une tension de 12,5 volts à toute la partie analogique et on arrive sur deux entrées de deux régulateurs bien séparés. Un TPS 7A 4901 temporisé qui va alimenter sous 11 volts la référence de tension et l'OPA 735, l'amplificateur opérationnel, tandis que l'autre régulateur, le même modèle, qui fournira la même tension, lui sera mis en marche immédiatement et alimentera le potentiomètre, donc l'AD5293, et donc ce qui garantira qu'aucune tension ne seront appliquées sur ces bornes A, W et B avant son alimentation. Et au passage, on peut voir que l'alimentation de la partie numérique, sous 5 volts, sera totalement découplée de la partie analogique. Alors le 5 volts servira à alimenter le potentiomètre, sa partie numérique, et aussi deux autres composants supplémentaires, une 2EPROM, une mémoire morte, programmable et effaçable électriquement, qui va permettre de stocker les informations de calibration du potentiomètre d'une part, et aussi des informations complémentaires pour auto-corriger le potentiomètre en fonction de la température. Typiquement parce qu'on va s'apercevoir que la dérive en température de la référence de tension est loin d'être négligeable et qu'il peut être judicieux de corriger cette dérive en température pour accroître la plage de fonctionnement en température de notre système. Alors bien évidemment, ces trois composants, on va les choisir judicieusement de manière à pouvoir les interconnecter à une interface numérique commune. Donc là, en l'occurrence, le potentiomètre utilisé, c'est un potentiomètre à interface SPI, c'est une liaison série synchrone. Donc on a intérêt à choisir une 2EPROM à interface série synchrone également, et un capteur de température de même nature. Alors malheureusement, ces composants, bien qu'ils répondent au même standard de communication, ils ne sont pas forcément faits pour être connectés à un bus SPI commun. Il y a des notions de mise en état de haute impédance pour pouvoir interconnecter des composants à un même bus qui vont dialoguer avec un microcontrôleur, et on est amené à mettre en œuvre ce qu'on appelle de la glue logique, des petits composants logiques qui vont s'interfacer pour typiquement fabriquer un étage de haute impédance sur un composant qui n'est pas prévu pour cela au départ. Alors, on en arrive à la notion de bruit maintenant. Donc, le bruit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un signal, enfin ce sont des signaux de manière générale aléatoires qui viennent se superposer aux signaux déterministes que l'on souhaite manipuler. Donc de manière générale, le bruit c'est un phénomène néfaste que l'on souhaite éviter au maximum, et en règle générale on ne peut pas s'en affranchir complètement, il faut vivre avec. Et pour vivre avec, il faut déjà en avoir conscience et être capable de le quantifier et de savoir où il va apparaître. Donc les sources de bruit sont de manière générale tous les composants semi-conducteurs, donc ici la référence de tension et l'amplificateur opérationnel. Alors le potentiomètre numérique est aussi un composant actif, mais nous considérons ici qu'il se comportera comme une résistance qui est elle aussi un composant générateur de bruit. Donc les résistances, ne serait-ce que les composants passifs, sont eux aussi générateurs de bruit. Les composants passifs dissipatifs. Par contre, les condensateurs et les inductances sont considérés comme des composants non dissipatifs, même si en pratique ils ont physiquement une résistance équivalente. Une bobine a une résistance à cause du conducteur utilisé,
qui va être générateur de bruit comme n'importe quelle résistance, et les condensateurs également présentent une résistance série équivalente qui est source de bruit, et une résistance de fuite aussi qui va potentiellement générer du bruit, même si elle est filtrée par l'élément capacitif. Alors, les moyens de limiter le bruit, eh bien, en fait, il suffit de voir à quoi est lié le bruit. En ce qui concerne les résistances, le bruit est, en tension est proportionnel à la valeur de la résistance. Il est lié à la température aussi, ce bruit. Donc on pourrait se dire, il faut essayer autant que possible de prendre des résistances de valeur pas trop élevée et travailler à des températures les plus faibles possibles. Alors c'est pas forcément faisable en pratique, hein. Il n'est généralement pas possible de refroidir comme on le souhaite un composant électronique ou un système électronique plus globalement. Donc il faut vivre à une température ambiante, éviter de faire trop chauffer les composants. Donc travailler avec des résistances pas trop petites. Alors on va voir que c'est des problèmes qui sont antagonistes. L'effet d'avoir une résistance de grande valeur, c'est qu'on va manipuler des petits courants. En ayant des petits courants, on va avoir des puissances faibles, et donc on va limiter les pertes, donc limiter la température. Donc ça a des effets bénéfiques. Par contre, une résistance élevée générera une source de tension de bruit élevée. Donc il y a des phénomènes antagonistes à ce niveau-là, et donc ça nécessite un compromis. On en reparlera un peu plus tard. Et donc de manière générale, un filtrage est une solution efficace pour limiter le bruit. Donc en fait, le bruit est généralement étalé sur une gamme de fréquences assez large, et si on sait que l'application visée nécessite une bande de fréquences utile limitée, il faut à tout prix limiter physiquement la bande passante grâce à un filtre qui va ne garder que ce qui est utile, et bien évidemment le bruit qui se trouve dans la bande de fréquence utile, mais qui va éliminer le bruit partout où on peut s'en passer. Alors, en ce qui concerne le bruit, on peut l'analyser au niveau temporel et au niveau fréquentiel. Donc au niveau temporel, qu'est-ce que l'on observe? Si on observe un signal normalement constant, eh bien en zoomant à l'oscilloscope typiquement, on pourrait voir une valeur moyenne donnée, une constante, à laquelle va s'ajouter un signal variable dans le temps, sans motif bien précis. On ne voit pas une sinusoïde, on ne voit pas un signal triangle, on ne voit pas un signal carré. Les valeurs prises à des instants successifs ne se ressemblent pas, il n'y a aucun schéma répétitif a priori, donc c'est quelque chose de totalement aléatoire. Aléatoire, donc non prédictible, mais qui a une certaine amplitude crête à crête et qui peut avoir une certaine valeur efficace mesurable. Donc valeur efficace qu'on note en anglais RMS, root mean square. Et une manière de représenter un signal non pas de manière temporelle mais de manière un petit peu synthétique par amplitude, ça consiste en fait à stocker sur un intervalle de temps de mesure assez long. Dans un oscilloscope, ça se fait assez facilement. On convertit une tension en nombre et on stocke ce nombre dans une case mémoire. Et plutôt que de stocker dans les cases mémoire les valeurs successives à intervalles de temps réguliers d'un signal, il peut être judicieux de stocker le nombre d'occurrences d'un nombre sur un intervalle de temps donné. Grosso modo, sur un intervalle de temps donné, on vient incrémenter un compteur d'occurrence de la valeur 0 par exemple, de la valeur 0,0001, etc. Et donc, vu qu'on a un certain nombre de valeurs finies, une fois qu'on a fait un relevé sur un intervalle de temps suffisamment long, on peut dessiner un histogramme
valeur par valeur du nombre d'occurrences de chacune de ces valeurs. Et ce que l'on obtient de manière assez générale, c'est une courbe en cloche qu'on appelle gaussienne, qui est une caractéristique générale des bruits qu'on retrouve classiquement en électronique. Cette courbe en cloche, c'est ce qu'on appelle une densité de probabilité. Tout simplement parce que si on intègre cette courbe entre une certaine valeur et une autre valeur, on a une probabilité qui est en fait la probabilité d'avoir un signal compris entre la valeur min et la valeur max considérée. Alors, de manière théorique, une gaussienne, c'est un signal, c'est une fonction qui ne s'annule jamais, mais qui tend vers 0 assez rapidement, quand on va vers plus l'infini et vers moins l'infini. Et en pratique, elle devient négligeable au-delà de 3 sigma. Sigma étant l'écart type ou la valeur efficace du signal considéré. La valeur efficace du bruit en l'occurrence. Donc entre moins 3 sigma et plus 3 sigma, on a 99,7% de probabilité de présence du signal dans cet intervalle-là. Donc en fait on peut assez facilement identifier cette valeur 6 sigma à la valeur crête à crête du signal, même si de temps en temps, très rarement, le signal dépasse 3 sigma en valeur absolue. On peut considérer que 3 sigma c'est la valeur crête et donc 6 sigma c'est la valeur crête à crête du signal. Et donc lorsqu'on a 6 sigma, ce qui est assez facilement mesurable sur un oscilloscope, eh bien on peut évaluer la valeur efficace du bruit, on divise par 6 et on a la valeur efficace de ce bruit. Donc voilà au niveau temporel. Au niveau fréquentiel, on a deux grandes familles de bruits que l'on rencontre en électronique. Un bruit qu'on qualifie de blanc, tout simplement parce que, pour reprendre la notion de couleur dans le spectre de la lumière visible, le blanc c'est ce qui contient toutes les couleurs, autant de vert que de rouge que de bleu. Donc c'est pour ça qu'on qualifie de bruit blanc un bruit dont le contenu spectral est uniforme pour toutes les fréquences. Alors bien évidemment c'est un bruit théorique qui a un domaine de validité. Il est bien évident que lorsqu'on monte en fréquence, le bruit finit par ne plus être blanc, il finit par être filtré, tout simplement parce que donc le spectre, c'est en l'occurrence pour des signaux aléatoires, on parle de densité spectrale de puissance. Donc dans les datasheets on parle de volts carrés par hertz, donc la puissance étant associée à des volts au carré et pas des watts, parce qu'on considère qu'on normalise par rapport à une résistance R donnée. Donc des volts au carré, on considère que c'est une puissance, et par hertz, donc si on multiplie des volts carrés par hertz par des hertz, on a des volts carrés, donc une puissance. Donc densité spectrale de puissance, si on l'intègre de 0 à l'infini, et qu'on a un bruit uniforme, on va avoir, pour n'importe quelle valeur non nulle de densité spectrale, une puissance infinie. Et donc on résoudrait la crise énergétique avec n'importe quelle résistance prise dans un tiroir de salle de TP pour fabriquer une puissance considérable. Donc bien évidemment ça n'est pas le cas. Le bruit blanc finit par ne plus être blanc en haute fréquence, il tend vers 0, il est filtré. Mais ça reste un modèle assez valide pour une gamme de fréquences assez large, et en l'occurrence dans le cas qui nous occupe, on va utiliser un système dont la bande passante est de 10 Hz, donc un modèle de bruit blanc est parfaitement adaptable dans cette gamme de fréquences. Et autre type de bruit qui est particulièrement important en basse fréquence, c'est ce qu'on appelle le bruit en 1 sur F. Donc en fait on a affaire à des volts carrés par Hertz qui chute à une décade par décade, et donc si on manipule des volts par racine carrée de Hertz, le bruit en 1 sur F est caractérisé par une pente de moins 0,5 décade par décade. Et donc ça c'est quelque chose que l'on rencontre bien évidemment de manière significative à basse fréquence. Et donc les phénomènes physiques qui donnent ce genre de bruit, donc je rentre pas dans les détails, mais on rencontre ça dans les composants à semi-conducteurs.
Alors que le bruit blanc, c'est un modèle très bon pour rendre compte du comportement des résistances à film métallique. Donc les résistances de grande précision que l'on utilise en l'occurrence ici sont de type film métallique, donc bien modélisées avec un bruit blanc. Ça ne serait pas le cas si on utilisait des résistances à couche de carbone qui présentent un bruit blanc en plus d'un bruit en excédent de type bruit en 1 sur F. Alors toujours est-il que la notion de bande passante est importante parce que les bruits sont caractérisés par des densités spectrales de puissance et donc il est nécessaire de se définir une bande passante. Alors pour avoir une idée du bruit généré, on va se donner une bande passante correspondante à ce qui est spécifié dans les datasheets de composants de manière assez synthétique. Donc dans le cadre de la référence de tension, on nous dit que le bruit est de 1,25 microvolts crête à crête de 0,1 à 10 Hz. Donc une bande passante de 10 Hz, c'est quelque chose de raisonnable, et en l'occurrence 1,5 microvolts crête à crête, c'est quelque chose de très raisonnable par rapport à l'échelle de ppm que l'on s'est fixé comme objectif à atteindre. On va essayer d'éviter d'avoir un bruit qui dépasse le ppm. Donc comme le bruit généré par le LTC 6655 est de l'ordre de 0,25 ppm crête à crête, il n'y a pas de problème, le bruit intrinsèque de la référence initiale est déjà satisfaisant. Ça va s'aggraver avec tous les éléments qu'on va mettre dans la chaîne, mais on va essayer de garder quelque chose de convenable. Donc 1,25 microvolts crête à crête, si on fait le lien avec la notion de bruit gaussien, on peut diviser par 6 cette valeur pour obtenir la valeur efficace de ce bruit. Et comme on va multiplier ce signal par 2, on va multiplier aussi le bruit par 2 au niveau de la référence de 10 volts en sortie. Et donc au niveau de la sortie, on peut s'attendre à avoir 417 nanovolts RMS, une valeur très faible de bruit, qui est donc la contribution de la source bruyante initiale. Donc c'est quelque chose de tout à fait satisfaisant. Alors une petite précaution à prendre quand on parle de bande passante, c'est de garder à l'esprit qu'un filtre, ça n'est pas un filtre idéal, ça laisse passer les fréquences jusqu'à la fréquence de coupure, mais ça n'élimine pas les fréquences après la fréquence de coupure immédiatement. Et bien évidemment, plus l'ordre du filtre est faible, plus il faudra de temps avant que le filtre ait un effet significatif. C'est pour ça qu'on définit la notion d'equivalent noise bandwidth. Donc là, en l'occurrence, pour un filtre du premier ordre, la bande passante à utiliser dans les formules vaut 1,57 fois la bande passante à 3 dB. Donc 1,57 fois la fréquence de coupure. Donc si on considère que ce ENB doit valoir 10 Hz, il faudra une fréquence de coupure de 6,37 Hz. Donc là c'est une hypothèse de départ, on n'est jamais totalement sûr de la validité de cette hypothèse d'après les informations de la datasheet, mais au moins c'est une hypothèse conservatrice. On est sûr de ne pas se tromper, ou en tout cas de ne pas sous-évaluer le bruit généré. Donc au pire on aura cette valeur efficace de bruit, et si l'hypothèse qu'on a faite là est un petit peu trop pessimiste, en fait on aura un bruit encore inférieur. Alors on en arrive à la notion de bruit de l'amplificateur non inverseur. Donc le principe c'est on va avoir une source de bruit initiale qui va traverser une chaîne bruyante, et il est nécessaire d'évaluer la contribution de chacune de ces sources de bruit intermédiaires. Donc là, en l'occurrence, là c'est une copie d'un rapport d'application Texas Instruments qui traite du bruit dans les montages à amplificateurs opérationnels. Alors, il s'agit d'un copier-coller qui s'est mal passé. En fait, les résistances, elles n'étaient pas blanches. Il y avait un symbole de résistance ici, là et là. Et à l'intérieur de l'amplificateur opérationnel, on avait en fait une petite boîte
qui est un amplificateur opérationnel idéal. C'est un petit peu le même principe que quand on étudiait les courants de polarisation et les courants de mode commun et tension d'offset. Courant de polarisation, courant d'offset et tension de polarisation, on a un amplificateur opérationnel idéal qui est qualifié ici de non bruyant. Alors il y a d'autres symboles qui n'apparaissent pas. Il y a la source de courant INN. En fait, on a deux sources de courant, une source de tension, de bruit à l'intérieur de l'amplificateur opérationnel bruyant, et chaque résistance a sa propre source de bruit propre. Et donc on va essayer d'évaluer le bruit généré par ce montage à amplificateur opérationnel, qui couvre bien notre cas d'étude. On a affaire à un montage de ce genre avec des résistances R1, R2, R3. Donc là en l'occurrence il n'y a pas de R4, mais bon, c'est pas critique. On alimente le circuit par cette entrée là, par R3, et la résistance R1 est reliée à la masse. Donc structurellement, ce montage rend bien compte du montage que l'on étudie. Alors, donc là encore, il y a des traits qui sont effacés à partir du copier-coller. Donc l'idée, le principe d'étude, c'est la superposition. On étudie chaque source de bruit comme étant la seule source de bruit du montage, les autres étant éteintes et considérées non bruyantes. Donc là, si on considère le bruit de la résistance R1, on considère que R2 et R3 sont non bruyants. Donc là, il n'y a pas de R4. Et de même, l'amplificateur opérationnel est non bruyant. Ce qui fait que là, on s'aperçoit que E1 est lié à la sortie par un montage amplificateur inverseur de gain R2 sur R1 en valeur absolue, moins R2 sur R1 en fait. Et donc dans notre cas de figure, on considérera que R1 égale R2 égale R3 égale 20 kΩ. C'est un modèle simplifié qui a priori majore le bruit réel, tout simplement parce que R3, bien, on a vu que ça devait être 14,37 kΩ dans la vidéo précédente, et donc on a simplifié le réseau de rétroaction comme on l'avait fait précédemment en considérant uniquement les résistances R1 finalement de 20 kΩ. Donc là peut-être qu'on a sous-évalué, mais bon, sur le principe on va mener cette étude comme ça. Donc la caractéristique du bruit d'une résistance, le bruit d'une résistance, c'est caractérisé par une densité spectrale de puissance qui vaut 4kTr. K étant la constante de Boltzmann, T étant la température en Kelvin, et R la résistance. Donc là en l'occurrence on se place à 300 Kelvin, c'est-à-dire à peu près 27 degrés, donc une température ambiante assez chaude. On intègre sur une bande équivalente de bruit de 10 Hz, et K, dans les unités du système international, ça vaut 1,38 10-23, c'est quelque chose de tout petit. Et donc l'application numérique pour ce montage-là, si on a R1 égale R2, le gain du montage vaut 1 en valeur absolue, on trouve 57,55 nanovolts RMS pour le bruit en sortie introduit par la résistance bruyante R1. On procède ensuite de la même manière avec R2 bruyant et tout le reste non bruyant, et on trouve un gain de 1 également, et donc on trouve la même valeur de bruit, 57,55 nanovolts RMS. En ce qui concerne la résistance R3, eh bien on s'aperçoit que cette résistance bruyante, elle est en entrée d'un montage amplificateur non inverseur dont le gain vaut 2. C'est notre montage, donc il a un gain de 2, et donc le bruit engendré est le double du bruit engendré par les deux autres résistances bruyantes. Une fois qu'on a ces trois valeurs efficaces de bruit, on doit faire l'hypothèse, et en règle générale c'est vérifié, que les bruits sont indépendants les uns des autres, auquel cas la valeur efficace du bruit global des résistances, c'est la racine carrée de la somme des valeurs efficaces au carré, donc ces trois termes, donc racine carrée de 57,55 au carré plus 57,55 au carré plus 115,05 au carré. Et ça donne un bruit de 140,93 nanovolts RMS. Alors au passage, si je reviens en arrière, ça reste très modéré par rapport au bruit de la source initiale.
En fait, c'est pas les résistances qui vont impacter le plus le bruit, c'est plutôt l'amplificateur opérationnel lui-même. Donc l'amplificateur opérationnel lui-même, donc là encore on a des éléments qui sont effacés. Là on éteint, donc là c'est bien effacé, les deux sources de courant bruyantes et on considère un amplificateur opérationnel non bruyant. La seule source de bruit c'est la source de tension interne. Et donc cette source de tension interne elle est branchée sur un montage amplificateur non inverseur de gain 2. Or, le bruit blanc caractéristique de notre amplificateur opérationnel, si on va chercher dans la datasheet, il est de 135 nanovolts par racine carrée de Hertz. Et donc ça nous donne un bruit blanc donc qui vaut 135 nanovolts au carré que multiplie 2 au carré que multiplie la bande passante 10 Hz et on prend la racine carrée de tout ça. Et ça donne 854 nanovolts RMS. C'est très bien, sauf que malheureusement, on a un problème. Le bruit généré par l'amplificateur n'est pas un bruit blanc dans cette bande de fréquence. On est à basse fréquence et donc le bruit en 1 sur F est important. Donc en fait, il faut affiner le résultat en allant chercher en fait l'information du bruit dans la bande de fréquence 0,1 à 10 Hz. On voit qu'on a 2,5 microvolts crête à crête. Donc là, ce sont des microvolts, c'est pas des volts par racine carrée de Hertz. Donc c'est déjà intégré sur la bande de fréquence. Et vu que en fait on a deux informations sur deux bandes de fréquence partielles mais qui se chevauchent, on ne peut pas sommer directement les deux. Alors il est raisonnable de considérer que sur la bande de fréquence 0,01 Hz, qui est une fréquence assez basse, et donc sur une échelle de temps longue, on peut considérer qu'on intègre bien le bruit généré par le montage, jusqu'à 10 Hz, on peut considérer qu'on va avoir 3 microvolts crête à crête de bruit au niveau de l'entrée de l'ampli up. Si on a 3 microvolts crête à crête, il faut diviser par 6 pour avoir la valeur RMS. 500 nanovolts RMS de source de bruit ici. Et il faut multiplier par 2 cette valeur pour avoir le bruit en sortie, vu qu'on a un amplificateur x2. Donc 1 microvolt RMS. Voilà pour le bruit en tension de l'amplificateur opérationnel. Alors maintenant, on fait une hypothèse qui est que le bruit en courant est négligeable dans les amplificateurs opérationnels en entrée CMOS. Donc c'est le cas ici, c'est un amplificateur opérationnel en entrée CMOS de type auto 0, mais donc il était clairement indiqué dans le titre que c'était un amplificateur à entrée CMOS. Et donc ça, cette information-là, elle est clairement indiquée dans le rapport d'application Texas Instruments. Et si on n'en est pas convaincu, on peut faire l'analyse ne serait-ce que du bruit blanc en courant, qui est la seule information indiquée. Le bruit blanc en courant sur les entrées, connaissant les résistances présentées sur les entrées, conduit à des bruits de l'ordre de 8 nanovolts par racine carrée de Hertz, à comparer aux 135 nanovolts par racine carrée de Hertz de bruit en tension propre à l'ampli up. Donc on peut considérer que c'est négligeable. Alors maintenant, il faut rajouter l'information que le bruit de l'amplificateur opérationnel est indépendant du bruit engendré par les résistances, et on réapplique à nouveau le bruit global au carré est égal au bruit propre de l'ampli up au carré plus le bruit des résistances au carré. Et donc on aboutit à, alors là il y a une erreur, il y a un carré qui est en trop, c'est le bruit en sortie de montage serait de 1,315 microvolts RMS. Alors, par contre, ça c'est le bruit propre du montage non inverseur. On n'a pas intégré le bruit de la référence de tension en entrée. Et donc, la référence de tension, on avait calculé que sur l'amplificateur non bruyant, contribuait à hauteur de 417 nanovolts RMS. Donc,
à ajouter, alors pas directement au bruit qu'on a là, en fait là, on prend la racine carrée de cette valeur-là au carré, plus cette valeur-là au carré, et on trouve un bruit de 1,38 microvolts RMS, qu'il faudrait multiplier par 6 pour avoir la valeur crête à crête du bruit. Alors, dans la notice Texas Instruments, on trouve aussi une formule générique à appliquer, un montage conforme à celui qu'on étudie, qui est celui-là. Donc le ETRMS, c'est le bruit total en sortie efficace. Et ça serait la racine carrée de cette formule-là, avec les valeurs renseignées ici. Le ENB, c'est 10 Hz. K, c'est la constante de Boltzmann. T, c'est la température. On considère toujours aux 300 Kelvin. R2, c'est les 20 kOhms. Ça n'a pas changé. EW, c'est le bruit blanc, qui vaut 135 nanovolts par racine carrée de Hertz. A, c'est le gain du montage, qui vaut 2. Le F Anc, NC, c'est pour noise corner. En fait, le bruit blanc et le bruit en 1 sur F finissent par s'identifier à une fréquence donnée. En fait, le bruit en 1 sur F plonge en 1 sur F, comme son nom l'indique, et le bruit blanc reste constant, et il arrive un moment où le bruit en 1 sur F devient négligeable par rapport au bruit blanc, et le point de cassure se situe à cette fréquence FENC. Donc là, en l'occurrence, il est indiqué de prendre 10 Hz. Donc, j'ai considéré ce résultat tout simplement. En ce qui concerne Ln de FH sur FL, FH et FL, ce sont les limites hautes et basses de la bande qu'on souhaite étudier. Donc j'ai considéré 10 Hz et 0,1 Hz, donc ça fait Ln de 200. Ln, log n'est pas rien. Et donc là encore, on retrouve le NB. L'application numérique nous donne, au bout du compte, 2 microvolts, donc RMS. Donc il faut multiplier par 6 pour avoir l'amplitude crête à crête, qui est donc de 12 microvolts. Donc c'est un peu plus grand que les 10 microvolts que l'on souhaiterait, si on ne veut pas dépasser le ppm en termes de bruit. Et donc la solution, ça consisterait plutôt à baisser la bande passante, à diminuer la bande passante et à couper un peu avant 10 Hz pour réduire encore un peu la bande de fréquence dans laquelle on récupère du bruit. Donc ça ne sera pas extraordinaire, mais ça aura un effet bénéfique de toute façon. Mais de toute façon, 12 microvolts, ça reste assez modeste et c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin de baisser beaucoup pour arriver au résultat souhaité qui serait de 10 microvolts pic to pic. Donc voilà le bilan sur le bruit. Donc une majoration du bruit en sortie de 2 microvolts RMS, ça ressemble raisonnable, parce que donc si on rajoutait le bruit de la référence de tension initialement, donc là c'est le bruit propre du montage, je ne l'ai pas dit, mais c'est le bruit propre de l'amplificateur non inverseur. Si on rajoute le bruit engendré sur sa sortie par la référence de tension de 5 volts au départ, ça fait 2,047 microvolts. Donc ça reste très raisonnable de considérer 2 microvolts RMS pour le bruit. Donc l'idée, ça serait de réduire la bande passante pour rester en dessous des 10 microvolts de bruit crête à crête. Alors, on n'en a pas tout à fait fini avec les notions de perturbation, avec le bruit. Donc on a pu s'apercevoir que la température jouait un rôle dans le bruit avec le 4kTr, la densité spectrale de bruit au niveau d'une résistance, c'est ce qu'on appelle le bruit de Johnson dans les résistances. La température a aussi d'autres effets. Un premier effet, c'est de faire dériver les valeurs de résistance. Donc certains composants ont des coefficients de température positifs, d'autres négatifs. Toujours est-il que généralement quand la température varie, les résistances varient. Là en l'occurrence on a choisi des résistances particulières avec des faibles coefficients qui a priori font que ça aura pas peu d'impact. Ça a aussi un effet sur la tension de référence, la tension de la référence de tension.
Et là, c'est loin d'être négligeable. Ça a un effet sur l'amplificateur opérationnel lui-même. La tension d'offset dérive en fonction de la température. Les courants de polarisation d'offset peuvent dériver en fonction de la température, etc. Et pour finir, on a un effet de la température qui est l'effet Seebeck, qui est l'effet qu'on retrouve dans les capteurs de température de type thermocouple, et j'en dirai quelques mots à la fin. Donc en ce qui concerne la dérive des résistances, ça on peut l'écarter assez rapidement. Donc on a remédié à ce problème dès le départ. Donc dès la première vidéo, je vous avais parlé des résistances qu'on avait pris, des résistances de très grande précision, un film métallique, qui sont en fait des résistances de type low TEMCO. TEMCO, c'est coefficient de température, hein, donc à faible coefficient de température, et en l'occurrence c'était 0,05 ppm par degré Celsius. Donc pour une augmentation de 20 degrés de la température, on peut s'attendre à une variation d'1 ppm de la résistance, à comparer aux 100 ppm d'incertitude sur la valeur de la résistance dès le départ à température donnée. On a des résistances à 0,01%, 0,01% ça correspond à 100 ppm. Donc c'est tout à fait négligeable. Par contre, une résistance qui va être impactée de manière pas totalement négligeable a priori, c'est le potentiomètre numérique. Donc là, il est utilisé plutôt en pont diviseur de tension, ça je l'ai déjà dit, et la datasheet nous dit que en pont diviseur de tension, on a une dérive à 5 ppm par degré Celsius. Ça veut donc dire que pour une variation de 20 degrés, on aura 100 ppm de variation de la position entre guillemets du potentiomètre. Donc c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Or, 100 ppm, c'est 0,1 pour 1000. Et comme on a vu que ce potentiomètre était réglable par pas de 1 sur 1024, ça représente moins d'un dixième de quantum. Donc ça reste de toute façon négligeable. Une variation de 20 degrés aura un effet négligeable et non compensable de toute façon avec le réglage de la position du potentiomètre. On en arrive maintenant à la dérive de la référence de tension. Donc là, c'est par contre moins négligeable. J'ai repris ici un extrait de la datasheet avec les features, et donc on vous indique qu'on a une faible dérive en température de 2 ppm par degré Celsius. Malheureusement, 2 ppm par degré Celsius, étant donné qu'au bout du compte, on souhaite fabriquer une référence précise au ppm, ça veut dire que tous les 0,5 degrés, il y aura une divergence qui nous fera sortir des spécifications. Donc il faudrait être capable de compenser cette dérive tous les 0,5 degrés. Donc être capable de mesurer une variation de température de 0,5 degrés et être capable de la compenser. Et évaluer de combien il va falloir la compenser sur une plage de température raisonnable. Alors au passage, il n'y a pas que le low drift, il y a une hystérésis, ou un hystérésis, je ne sais jamais, de l'ordre de 30 ppm sur la plage de variation complète de température utilisable. Alors, de toute façon, on est amené à limiter la plage de température d'utilisation. On ne va pas travailler de moins 40 à plus 85 degrés, mais toujours est-il qu'il y a ce problème-là qui va se greffer au moment de la calibration, de la première calibration. Donc je l'ai déjà dit, mais bon, je préfère le répéter, même si ça n'a pas un effet considérable. Par contre, donc la dérive, elle a un effet considérable en utilisation sur des variations de température même modérées. L'effet est considérable. Il faudrait changer de position du potentiomètre tous les demi-degrés à peu près. Je vous rappelle, 1 ppm, ça correspond à 10 microvolts en sortie, et une position du potentiomètre, ça correspond à des sauts de 8 microvolts. Donc en fait, c'est un peu plus d'une position. Donc si on arrondit à une position, tous les demi-degrés, on doit changer de position, et donc sur 20 degrés de variation de température, il faudrait balayer 40 positions. Et donc là, c'est une estimation basse, on va dire entre 40 et 60 positions. Alors c'est beaucoup, mais c'est gérable. Je vous rappelle que normalement, le réglage du potentiomètre, si tout est parfait,
il doit être en position médiane, on va arrondir à 500, la moitié de 1024, donc la moitié de 1500, et que le réglage pour compenser les incertitudes initiales sur la tension devrait faire varier la position entre 250 et 750, ce qui reste une marge de 250 vers le haut et de 250 vers le bas. Et donc on voit que la dérive en température va nécessiter d'augmenter ou de diminuer de 40 positions la position du potentiomètre pour faire ces compensations. Donc c'est parfaitement gérable avec la dynamique restante pour le potentiomètre numérique. Alors, indépendamment du phénomène d'hystérésis, qui est donc là plus d'un ordre de grandeur au-delà de la dérive sur des variations de température raisonnables, là c'est pour des variations de température déraisonnables, et indépendamment du fait que la référence de tension vieillit et que à température stabilisée, a priori, la tension va dériver lentement de l'ordre de 20 parties par million par racine carrée de kilo-heure d'utilisation. Alors, pour illustrer le problème de la dérive en température, voici un extrait de la datasheet qui nous dit que pour une référence de tension de 5 volts, pour 3 boîtiers, pour 3 composants différents, on voit qu'on a une dispersion assez notable entre les 3 boîtiers, mais que la caractéristique est toujours plus ou moins la même. Et que donc l'idée, ça serait de tabuler un modèle polynomial dans la 2E-prom pour dire à telle température, j'ai a priori telle tension, à telle autre température, telle autre tension, à telle autre température, telle autre tension. Et que si je veux maintenir une tension fixe en sortie du montage global, je dois adapter le gain de l'amplificateur non inverseur de manière à compenser ces variations. Donc c'est tout à fait possible, soit en tabulant bêtement demi-degré par demi-degré la caractéristique qui se trouve là, que l'on a relevé par un test sous-étuve du montage complet, soit en se disant j'ai une caractéristique qui a une forme mathématique, enfin une forme qui est mathématisable avec un polynôme par exemple, que je vais essayer d'interpoler ou d'extrapoler avec quelques coefficients que je vais stocker dans une EPROM. Peu importe la méthode sur la modélisation, il reste toujours à mesurer la température pour recaler la référence pour faire une autocorrection en temps réel. Et donc pour faire ça, on a vu que la sensibilité de cet effet de la température se fait sentir dès le demi-degré, d'où l'utilisation d'un capteur de température précis. Donc le ADT 7310, retenu ici, a une précision de plus ou moins 0,5 degrés qui semble adaptée à l'objectif visé. Donc la précision en soi c'est une chose, le tout c'est qu'il soit fidèle. Et donc au moment du test sous étuve, il suffira de relever l'information donnée par le capteur à tous les demi-degrés et de stocker la calibration ou de stocker une information qui permettra de retrouver la calibration pour chaque température. Ce serait la technique rustique, on va dire. Alors, les variations en fonction de la température sont non linéaires, donc ça saute aux yeux. Il faudra mettre en œuvre un algorithme de correction dans le microcontrôleur qui va exploiter notre référence de tension. Mais ça reste tout à fait gérable, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Et au passage, l'information qui est donnée dans la datasheet et qui ne ressort pas ici, c'est qu'a priori ces caractéristiques sont assez reproductibles. Donc une fois qu'on aura fait l'étalonnage, on doit pouvoir s'attendre à garder cette caractéristique pendant un millier d'heures par exemple, et éviter d'avoir à recalibrer en permanence cette caractéristique pour obtenir les performances voulues.
Donc ça, bien évidemment, là-dessus, il va falloir garder à l'esprit qu'il y a une dérive temporelle et qu'à intervalles de temps réguliers, il faudra probablement repasser par ce travail de test sous étuve pour voir si le comportement reste le même en termes de forme de caractéristiques. Alors, en ce qui concerne la dérive de l'amplificateur opérationnel, donc là, on peut voir tout de suite que la dérive est extrêmement modérée. On a 0,05 microvolts par degré Celsius de dérive d'offset. Et donc une variation de 20 degrés donnera une dérive de l'offset de 1 microvolt, ce qui reste très modéré. Alors en pourcentage, c'est pas négligeable par rapport aux 5 microvolts max spécifiés pour la valeur de l'offset, mais ça reste nettement en dessous des 10 microvolts que l'on se fixe, quoi qu'il arrive. Alors, il est bien évident que par contre, il faut garder ça à l'esprit, l'offset statique, il est facile à compenser. L'offset dynamique, s'il varie, il doit être compensé au même titre que la dérive de la référence de tension. Donc, en fait, les effets de la température sur l'amplificateur opérationnel sont de toute façon compensables au même titre que ceux que pour la référence de tension. On pourrait faire quand on fait le processus de calibration ou d'autocorrection proposé au slide précédent, en fait on le fait sur l'ensemble du montage et pas uniquement sur la référence de 5 volts toute seule. Cette dérive, elle aurait pu être plus grande sans que ce soit gênant. Ce qui aurait pu la rendre gênante, c'est que l'amplitude de cette dérive devienne tellement grande que, au lieu d'avoir 40 positions à corriger, on en est 300. 300, on aurait dépassé la plage autorisée. Il est raisonnable d'avoir des corrections de l'ordre de la centaine, jusqu'à 200 c'est reste jouable. Quand on s'approche de 250, on risque d'aller en butée de réglage, et si on est à 300, on est à peu près certain d'avoir ce genre de problème. Donc là, en l'occurrence, ça permet d'évaluer l'ordre de grandeur et de montrer que de toute façon, c'est absolument négligeable par rapport à la dérive de la référence de tension elle-même. Alors j'en arrive maintenant aux effets des contacts résistance PCB et de l'effet Seebeck. Alors en fait, là, il n'y a pas que la température, il y a un premier problème quand on soude une résistance sur un circuit imprimé. On n'a pas que la résistance du composant lui-même, on a aussi la résistance du joint de soudure. Donc en fait, un composant CMS comme celui-là, il y a la résistance du boîtier lui-même, il y a la résistance également entre le boîtier et la pastille du circuit imprimé, avec le joint de soudure en étain. Et l'étain, c'est pas un très très bon conducteur, et à l'heure actuelle, c'est quasiment de l'étain pur, avec quelques traces d'argent, l'étain conforme à la norme RoHS, donc ça reste un pas très bon conducteur. On peut s'attendre à avoir des résistances de contact de l'ordre de la dizaine de milliohms, de la vingtaine de milliohms au niveau des joints de soudure. Et donc dans notre cas, là ça devient critique lorsque la résistance utile, la résistance totale, joint de soudure plus composant plus joint de soudure, cette résistance utile, elle est de toute façon supérieure à la résistance du composant, mais ça devient sensible pour des résistances de composants faibles. Dans notre cas, pour les résistances de 50 ohms, c'est gênant. On a des résistances à 0,01%, et donc si on considère qu'on a quelques dizaines de milliohms d'incertitude à cause des joints de soudure, eh bien cette tolérance de 0,01% sera noyée dans la contribution des joints de soudure. Alors là où c'est un problème, c'est que donc la résistance ça sera pas si précise que ça. Là où c'est pas un problème, c'est qu'en fait c'est la résistance centrale de notre pont diviseur qui est pris en sandwich entre deux résistances de 20 kΩ, qui pour le coup est 400 fois plus grand, ce qui fait que les résistances de joints de soudure là par contre sont négligeables, et donc au pire, ce que l'on va avoir, c'est une plage de réglage du gain de l'inverseur un peu plus grande que la plage prévue au départ.
un peu plus grande, mais à peine plus grande. On va avoir quelques dizaines de millivolts en plus par rapport aux 50 ohms ici. Alors je vous rappelle, en plus c'est divisé par 3, parce que c'est 16,66666. Donc on va avoir une résistance un peu plus grande, donc une fourchette de réglage un peu plus grande sur la tension réinjectée dans l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Donc un gain réglable autour de 2 avec une plage un peu plus grande que prévu. Mais avec une augmentation de plage de l'ordre même pas du pourcent. Donc de toute façon, on n'aura pas une perte de résolution sensible. Donc ça ne sera pas critique sur tout ce que j'ai dit précédemment. Et donc en fait, c'est un problème, ça peut être un problème qui conduit en fait en règle générale quand on mesure des courants avec des shunts de faible valeur à utiliser non pas des résistances toutes bêtes à 2 pattes mais des résistances à 4 pattes avec une traversée en courant et 2 broches dédiées à la mesure de tension qui viennent s'affranchir des résistances de joints de soudure dans le circuit en courant. Mais là donc c'est hors de propos, ça n'aura pas d'effet réellement gênant. Par contre, ce qui est un problème un peu plus sensible, même si ça reste modéré, c'est l'effet Seebeck. Donc l'effet Seebeck, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène physique qui apparaît lorsqu'on a interconnexion entre deux métaux de nature différente et à des températures différentes. En fait, on voit apparaître une FEM au niveau de la jonction entre les deux métaux qui est proportionnelle à la différence de température entre les deux métaux et qui est avec un coefficient de proportionnalité qui dépend des deux métaux en question. Donc dans le cas d'un composant de type résistance soudé sur un circuit imprimé, même si on a une séquence un peu plus longue, de toute façon on part d'un métal 1 et on revient au métal 1. Donc pour simplifier, on considère ici une configuration en 3 morceaux avec un métal 2 intermédiaire. On va avoir une FEM ici à l'interface entre le métal 1 et le métal 2 et une autre FEM dans l'autre sens entre le métal 2 et le métal 1. Donc lié avec le même coefficient Seebeck vu que c'est les mêmes métaux et avec des différences de température potentiellement différentes, T1, T2 et T2, T3. Alors, ça peut être critique quand on souhaite contrôler des tensions à l'échelle du microvolt, parce que les FEM induites sont de l'ordre du microvolt. C'est typiquement ce qui est utilisé pour les thermocouples. Quand on fait des mesures de température avec thermocouple, on a en fait deux fils d'un métal différent qui sont soudés ensemble. Et en fait, donc on a une jonction qui va être soumise à la chaleur, et à l'autre bout du circuit, en fait, on a une deuxième jonction qu'on appelle soudure froide, qui est donc à température ambiante, et avec un circuit de mesure de FEM, on va essayer de récupérer la FEM globale et avec un dispositif auxiliaire et essayer de déterminer la température de jonction froide. Donc par exemple avec un capteur à semi-conducteur qui mesure la température qui est de l'ordre de la vingtaine de degrés, soit de manière plus rustique en plongeant la soudure froide dans de la glace fondante pour être sûr d'avoir une température bien fixée. Et ensuite, il faut faire une mesure de précision de la tension résiduelle qui est à l'image de la température. Alors c'est une caractéristique qui n'est pas forcément totalement linéaire, mais qui est linéarisable autour d'un point de fonctionnement. Et ici, en l'occurrence, on ne balaye pas des plages de température excessivement grandes. Alors, toujours est-il que c'est potentiellement un problème, mais donc on peut vivre avec ce problème. Donc la solution 1, ça consisterait à agir sur le coefficient Seebeck en choisissant des matériaux adaptés. Alors cette solution, elle est envisageable quand on fabrique des composants, on peut choisir les matériaux. Pour l'utilisateur final des composants, il faut qu'il fasse avec les composants dont il dispose. Donc ça, c'est pas forcément intéressant pour le concepteur d'une carte électronique. Ça peut être intéressant pour le fabricant d'un composant électronique.
Et donc il y a un autre problème qui vient se greffer là-dessus, c'est que certains matériaux à effet Seebeck réduit ne sont pas forcément utilisables. À l'heure actuelle, il y a des normes sur les matériaux utilisables en électronique, en particulier la norme RoHS. Et donc certains matériaux utilisés pour des brasures, par exemple, peuvent ne plus être autorisés à l'heure actuelle, et donc il faut vivre avec un effet Seebeck plus important que ce qu'on pourrait faire avec d'autres matériaux interdits. Alors la solution numéro 2, par contre, elle ne pose pas de problème physique autre que l'agencement judicieux des composants. Donc il faut essayer de réduire les gradients de température ou de minimiser leurs effets. Donc on essaye de diminuer l'auto-échauffement des composants, si possible, utiliser des basses tensions, des faibles courants ou des fortes résistances. Donc je l'ai dit tout à l'heure, en fait il y a une contradiction entre ça et le fait d'essayer de limiter le bruit en diminuant les résistances. Donc il y a un compromis à trouver entre ces deux effets, potentiellement néfastes. Et donc une autre solution, encore plus simple, consiste à savoir qu'il y a des sources de chaleur, vivre avec, essayer d'équilibrer les gradients de température et de symétriser les montages. Donc en fait, il y a des manières de placer les résistances sur un circuit électronique quand on connaît le flux de chaleur. Donc là, c'est un extrait d'une documentation Analog Device qui recommande certains positionnements de composants plutôt que d'autres. Alors il y a une autre figure sur le même document qui présente les flux d'air, où on montre un flux d'air et où on montre que par exemple cette configuration-là est bonne. De manière générale, sur les circuits électroniques de précision, on évitera de placer les composants dans un flux d'air. C'est pas recommandé parce que c'est potentiellement source de turbulence et donc de variation de température et de bruit, de génération de bruit. Basse fréquence en 1 sur F typiquement, particulièrement gênant, donc à éviter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc les vidéos qui suivront s'attacheront à la saisie du schéma de notre système une fois qu'on a défini tous ses constituants et on a une idée assez précise de ce qu'il va falloir mettre en œuvre dans le montage. Donc la première des choses sous Altium Designer, c'est de saisir le schéma, de créer les composants qui n'existent pas, d'aller chercher éventuellement des composants qui ne sont pas disponibles sur l'ordinateur sur lequel on travaille, mais qui sont mis à disposition des utilisateurs sur le site Altium Designer. En fait, il y a un site qui présente des ressources partagées avec des bibliothèques de composants qui rendent le travail un petit peu plus simple, non seulement pour les symboles, mais aussi pour les empreintes physiques. Pour la partie routage, et donc une fois que la partie schéma sera complètement finie, on basculera sur la partie routage et on essayera d'appliquer au mieux les règles vues dans cette partie théorique de conception de montage pour minimiser les effets de l'effet Seebeck, entre autres. Donc voilà pour cette partie théorique de l'étude. Alors j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de mener à bien des études théoriques quand on veut faire des montages de précision. J'espère vous avoir montré qu'en fait un montage d'un point de vue fonctionnel qui peut sembler trivial nécessite une étude qui ne l'est pas tant que ça, hein. À comparer à d'autres fonctions électroniques qui peuvent sembler en apparence complexes, en tout cas beaucoup plus complexes que ce qu'on vient d'étudier d'un point de vue fonctionnel, mais qui par contre d'un point de vue conception nécessitent nettement moins de précautions et sont finalement plus simples à concevoir. Alors par contre, j'espère ne pas vous avoir effrayé sur la difficulté que peut présenter la conception d'un circuit électronique. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un circuit électronique de précision, et donc ça nécessite un petit peu d'effort au niveau théorique pour aboutir à un résultat satisfaisant et qui se justifie pleinement par le coût
des composants mis en œuvre et de l'intérêt d'arriver à une solution qui fonctionne efficacement dès le premier essai, plutôt que de passer par une succession d'étapes de type correction-erreur sur des réalisations expérimentales. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc à bientôt pour la suite.